Marc-Antoine Pérouse de Monclos, bonjour, merci beaucoup de nous recevoir dans votre bureau. Alors, à la Société de Géographie, on a une sorte de petite tradition avant de commencer à interviewer nos participants. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Vous me donnez combien de temps pour ça? Le temps que vous voulez. Non, pour faire simple, j'ai trois casquettes. Je suis essentiellement d'abord et avant tout chercheur à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui est un peu l'équivalent du CNRS et qui a une spécificité, c'est qu'on travaille sur et dans les pays en développement. Donc j'ai vécu plusieurs années au Nigeria, en Afrique du Sud et au Kenya. Et comme c'est l'IRD qui me paye mon salaire, bah, c'est quand même la casquette la plus importante, donc celle du chercheur. Après, je fais aussi pas mal d'expertise. Ça peut être pour le secteur privé, du risque payé en Afrique, mais aussi pour les Nations Unies ou pour des gouvernements. Et la troisième casquette, c'est effectivement celle de l'enseignement, donc qui m'amène à enseigner, par exemple, dans le master de géo-intelligence de mon collègue Philippe Boulanger, qui m'avait d'ailleurs introduit auprès de la Société de Géographie, puisque j'ai eu le plaisir de me voir décerner un prix en 2019 pour mon livre sur l'Afrique, nouvelle frontière du djihad, point d'interrogation. Voilà. Alors, vous avez une activité éditoriale intense ces dernières semaines et ces derniers mois. Vous avez publié récemment donc, au PUF Géopolitique du Nigeria. Vous avez publié aux presses universitaires de la Sorbonne, sauf erreur de ma part, Nigeria, la fabrique de Nigeria, pardon, la fabrique de la malédiction du pétrole dans le delta du Niger. Alors, ma première question, c'est... Dans votre livre publié au PUF Géopolitique du Nigeria, vous parlez du Nigeria comme un pays qui n'existerait pas, je vous cite. Qu'est-ce que vous entendez par là? En fait, c'est un pays qui est né d'une construction relativement artificielle du temps de la colonisation britannique, avec en fait ce qu'on appelle l'amalgamation, qui est la fusion des colonies du Nord Nigeria et du Sud en 1914, jusqu'à l'indépendance en 1960. Et pendant très longtemps, le pays a été divisé en trois grandes régions, Est, Ouest et Nord, qui communiquaient très peu entre elles, qui avaient chacun leur gouvernement, où l'on parlait des langues différentes, où les lois n'étaient pas les mêmes. Et donc il y avait un des leaders nationalistes à l'indépendance, Awolowo, qui disait que le Nigeria était un artifice géographique. Le mot Nigeria lui-même est une construction qui désigne le Niger Area, donc le pays autour du fleuve Niger, puisqu'il y a une espèce de construction symbolique où on voit un carré, ou mettons un rectangle, qui est divisé par un Y, qui représente le fleuve Niger, qui vient donc de la République du Niger, et de l'autre côté, la Benue, l'affluent de la Benue qui part vers le Cameroun. Et donc ce Y représente très symboliquement ces trois grandes régions, au sud, la région Est, qui allait d'ailleurs mener la guerre de sécession du Biafra, et puis à l'ouest, la région ouest, et au nord, un grand bloc qui en fait est beaucoup plus complexe que simplement un bloc, mais qui encore aujourd'hui dans l'imaginaire collectif est souvent représenté comme le bloc musulman au Nigeria. Alors, quand j'ai pris connaissance de la publication de vos ouvrages, il y a quelque chose qui m'a marqué, une sorte de, comme ça, d'ampoule qui s'est allumée dans ma tête en me disant, mais le Nigeria, c'est un pays central en Afrique de l'Ouest. On va revenir là-dessus, hein, son poids économique, son poids démographique, son poids géostratégique, etc. Mais c'est un pays, finalement, vu de France en tout cas, qui est soit très peu connu, soit très peu abordé. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce silence, ou en tout cas le fait que le Nigeria soit une sorte d'impensé géographique, économique, politique et autres? Alors, il y a plusieurs choses. Bon, d'abord, il faut souligner que le Nigeria, c'est effectivement un géant en devenir. Hein. On a longtemps parlé des BRICS, on a aussi parlé des MINT, Mexique, Indonésie, Nigeria, Turquie. C'est le plus gros PIB, produit intérieur brut de l'Afrique. C'est le premier partenaire commercial de la France au sud du Sahara, il faut le savoir. C'est pas du tout la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Hein. C'est le Nigeria, à cause du pétrole, évidemment. C'est un pays qui est le plus peuplé d'Afrique depuis très longtemps, qui est en train de devenir le troisième pays le plus peuplé du monde. Et là-dessus, il n'y a pas de contestation chez les démographes. On est sur de la projection jusqu'en 2050. En 2050, le pays le plus peuplé du monde sera l'Inde, suivi de la Chine et du Nigeria en troisième position, suivi ensuite des États-Unis. On estime qu'il y aura plus de 400 millions d'habitants au Nigeria, estime-t-on, d'ici 2050, peut-être 450. En tout cas, voilà, on est sur un pays qui est très important sur le plan démographique et économique, notamment par ses ressources pétrolières
et minière, qui n'est pas du tout ignoré des entreprises françaises, puisque je vous le dis, c'est notre premier partenaire commercial, mais il y a un hiatus entre nos intérêts politiques qui sont dans les anciennes colonies francophones, et puis effectivement l'idée qu'il y a une espèce d'Afrique, une terra incognita, qui est anglophone ou lusophone, alors là on l'ignore complètement, et c'est intéressant parce que même dans le vocabulaire courant, quand on parle de l'Afrique en France, d'abord c'est que l'Afrique subsaharienne, ce qui sur le plan géographique est une aberration, pourquoi pas l'Afrique du Nord, hein. Et en plus de ça on pense qu'aux anciennes colonies. Et quand on parle du Sahel, on pense aux pays du G5, on ne pense pas au nord du Nigeria, on ne pense pas à l'Érythrée ou au Soudan, qui effectivement font partie de cette haute Afrique, qui est très très peu connue en France, d'où la nécessité d'ailleurs de cet ouvrage, qui était une volonté de faire une synthèse. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de livre de synthèse sur le Nigeria en français. Il y en a beaucoup plus évidemment en anglais, et puis chez les Américains, qui eux sont parfaitement conscients des enjeux stratégiques que représente le Nigeria, en tout cas beaucoup plus que chez nous ici en France. D'où la nécessité de faire ce livre, qui est un livre court, ça fait partie des enjeux de la collection, mais qui donne des clés de lecture, et où finalement essayer de résumer toute la complexité d'un pays aussi gigantesque en quelques 200 pages, c'est une gageure. Donc il y a des impasses, elles sont complètement assumées, et donc il y a des partis pris aussi dans la rédaction de ce livre, où j'ai choisi aussi de déconstruire certaines idées reçues sur cette division entre un nord musulman et un sud chrétien, sur cette division en 3 grandes régions, sur la notion d'ethnie, qui est très discutable, et nos collègues anthropologues pourraient nous en dire beaucoup plus à ce sujet, et puis aussi dans la représentation ethnique du Nigeria, dans sa représentation linguistique, il y a beaucoup de choses à dire et à revoir, y compris dans l'histoire officielle du pays. Ce qui nous amène aussi, et ça répond un peu aussi à votre première question, c'est l'absence de roman national nigérien. Ça c'est très intéressant, et c'est aussi un des problèmes du Mali. Il n'y a pas du tout le même roman national dans le nord du Nigeria que dans le sud-est, qui avait mené la guerre de sécession du Biafra, ou que dans le sud-ouest, en pays Yoruba. Et chacun a ses héros de la démocratie ou ses héros de l'indépendance. Mais ce n'est pas les mêmes. Et il n'y a pas un consensus, finalement. Et donc, il n'y a pas ce roman national qui permet de construire une représentation nationale. Donc là aussi, ça répond un petit peu à votre question pour savoir ce pays qui n'existe pas. Bon, c'est une formule un peu, évidemment, exagérée. Et évidemment que le Nigeria existe. Il y a d'ailleurs, les Nigérians parlent beaucoup le pidgin, qui est un broken English, comme on dit, et appellent familièrement leur pays Niger. On va récapituler avec le chiffre 9 et puis J-A, qui fait référence au Nigeria prononcé en pidgin. Donc il y a en même temps quand même, il y a aussi un sentiment national, notamment en milieu diasporique, puisque comme c'est le pays le plus peuplé d'Afrique, on le voit aussi en termes de flux migratoires, c'est extrêmement important. Et là effectivement, à l'extérieur, il y a peut-être une représentation nationale qui est plus affirmée qu'à l'intérieur du Nigeria. Mais voilà, ce roman national, il est encore à construire. La guerre du Biafra, qui était un traumatisme sanglant, ils ont choisi la version espagnole. On passe à autre chose. La fin de la guerre a coïncidé avec le boom pétrolier, donc il y avait de l'argent pour reconstruire les régions dévastées par le conflit. Et donc il n'y a pas eu cet effort aussi de mémorialisation, de réconciliation, et les blessures en fait sont encore assez ouvertes aujourd'hui, avec ce sentiment que les Ibo du Sud-Est qui avaient mené la guerre du Biafra sont toujours exclus du pouvoir, à la fois politique et militaire, et aussi d'une certaine manière économique, même si les Ibo sont extrêmement dynamiques sur le plan économique, mais ils se plaignent beaucoup d'être écartés des grands contrats publics au profit d'autres régions du pays. Alors j'insiste d'ailleurs là-dessus pour nos spectateurs qui souhaiteraient se procurer votre ouvrage. Ce n'est pas un manuel au sens strict du terme, c'est entre le manuel et l'essai. Et l'essai, ouais, tout à fait. Appelons ça engagé, en tout cas, qui tente de mettre de prendre certaines distances avec certaines idées, certains stéréotypes. Alors justement, en parlant de stéréotypes, et puis vous avez commencé à évoquer dans votre réponse, quand on parle Nigeria, quand on évoque le Nigeria, il y a cette fameuse idée et cette fameuse image des groupes terroristes dans le nord du pays, notamment Boko Haram, qui est le plus célèbre. Concrètement, quelle est la situation religieuse aujourd'hui au Nigeria ? Et question subsidiaire, est-ce que vous pourriez revenir succinctement sur l'histoire de Boko Haram et sur le fait, est-ce que Boko Haram peut représenter potentiellement une menace pour la stabilité politique, sécuritaire du pays dans son ensemble ? Alors il faut voir que Boko Haram a beaucoup reflué depuis, je dirais, 2015. Ils ne sont pas techniquement défaits, je reprends les termes du président de l'époque,
Non, ils existent toujours, ils sévissent dans la cuvette du bassin du lac Tchad. Donc ça touche aussi les pays voisins, hein, Niger, Tchad et Cameroun, qui ont d'ailleurs monté une coalition antiterroriste. Mais sur le Nigeria même, ça touche surtout 3 États sur les 36 de la fédération, qui sont donc le Borno, le Yobe et l'Adamawa. Donc c'est quand même dans des régions rurales, reculées, où il n'y a pas de gros intérêts économiques, c'est pas là qu'il y a le pétrole. Je vais le dire d'une manière un peu provocatrice, mais on peut très bien continuer à boire du champagne à Abuja, la capitale fédérale, pendant longtemps, pendant qu'il y a un conflit de basse intensité qui perdure, où ce sont surtout des paysans musulmans qui sont tués. Le pays peut faire avec. Donc il n'y a pas une menace existentielle, mais il y a une humiliation nationale, qui montre aussi toutes les limites et les incapacités de l'armée nationale, qui est gangrénée par la corruption, comme toutes les institutions du Nigeria, et on ne peut pas comprendre les dysfonctionnements du Nigeria si on les limite à des problèmes de démographie ou d'économie. La corruption est absolument structurelle dans les problèmes que rencontre ce pays, y compris au niveau de l'armée, parce que qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les contrats d'armement ne sont pas honorés, donc les soldats ne sont pas ravitaillés en munitions ou en armes. Comme ils sont mal payés, ils vont revendre leurs armes aux groupes rebelles du coin, que vous qualifiez de terroristes ou autres. Il y a aussi des bandits de grands chemins, des voleurs de bétail, tout ça s'entremêle. Beaucoup d'insécurité, c'est un problème structurel au Nigeria qui existait déjà avant Boko Haram, et que Boko Haram a mis en lumière d'une certaine manière, parce que Boko Haram a été mis en lumière sur le plan médiatique d'une manière assez extraordinaire d'ailleurs, parce que c'était pas évident que ça prenne cette aura médiatique. Pendant longtemps, on n'a pas du tout parlé en France de Boko Haram avant l'enlèvement des collégiennes de Chibok, alors que le groupe sévissait déjà et avait commis des massacres absolument abominables, en brûlant vivants des jeunes collégiens dans un lycée de Yobe State. Bon, mais on n'en parlait pas. Et puis tout d'un coup, maintenant, on en a parlé, mais du coup, il y a ce travers qui est qu'on se focalise sur l'insécurité du Nigeria, sur 3 États sur 36, et sur la question de Boko Haram. Alors que le vrai problème du Nigeria, c'est la corruption de sa police, qui du coup ne mène pas correctement la lutte contre les criminalités, c'est le banditisme de grand chemin, c'est les kidnappings quotidiens, pas par des groupes qui se réclameraient d'un grand djihad global affilié à Al-Qaïda ou à l'État islamique. En fait, le problème majeur du Nigeria, c'est pas Boko Haram quelque part, c'est ce banditisme, c'est cette insécurité permanente qui se traduit aussi en termes d'insécurité spirituelle, ce qui fait qu'on dit souvent que les Nigérians sont parmi les peuples les plus religieux du monde, donc les églises pentecôtistes au sud connaissent un succès absolument foudroyant, et du côté du nord, effectivement, on a ce que certains décrivent comme étant les protestants de l'islam, les salafistes, avec un mouvement qu'on appelle les Izala, qui connaît aussi énormément de succès, et qui traduit aussi, à mon avis, cette insécurité pas seulement physique, mais spirituelle des Nigérians face à l'adversité économique et face aussi à cette criminalité ambiante qu'on retrouve au plus haut niveau de l'État, au niveau de la corruption. L'actuel président du Nigeria, Bola Tinubu, est quelqu'un qui était poursuivi en justice dans les années 90, au début des années 90, aux États-Unis pour blanchiment d'argent de la drogue. Bon, il a accepté de verser un demi-million de dollars au fisc américain, et donc on a éteint la procédure. Quand même, je veux dire, c'est quelqu'un, et d'ailleurs, le dernier vote au moment des présidentielles était extrêmement intéressant, parce que même dans un fief de Bola Tinubu comme Lagos, on a voté contre lui, parce que la jeunesse ne se retrouve pas dans un personnage qui est quand même assez âgé, et qui n'incarne pas du tout la réforme et la modernisation du Nigeria, et au contraire, engonce le Nigeria dans ce qu'on appelle, dans le parler local, le godfatherisme, qui renvoie en fait à la notion de godfather, de parrain, qui est donc tiré du film de Francis Ford Coppola, n'est-ce pas, avec l'idée que la classe dirigeante, c'est une mafia. Elle n'est pas là pour servir le pays, mais pour se servir. Et ça, c'est vraiment une représentation qui est très communément partagée au Nigeria, et qui pose des questions aussi sur le fait que si demain il y a un coup d'État au Nigeria, c'est l'objet de ma dernière tribune qui vient de sortir dans Jeune Afrique, je ne suis pas sûr qu'on se mobilisera beaucoup dans la rue pour descendre et protester contre un coup d'État militaire, pour défendre un régime parlementaire qui est vu comme n'apportant pas ce que les Nigérians appellent les dividendes de la démocratie, et confortant finalement le règne de l'argent, où c'est les puissants et les riches qui l'emportent, qui mettent la main sur la rente pétrolière au détriment du peuple. Et ça, c'est quand même une idée qui est très largement ancrée, et qui participe aussi de cette difficulté du Nigeria à se penser comme une nation, et une nation en développement. Alors, cette question de la corruption, c'est vraiment un mot-clé dans votre livre, d'ailleurs vous y consacrez un chapitre en entier. Dans la vie quotidienne des Nigérians, comment elle se manifeste, cette corruption ?
Alors, c'est ce qu'on appelle le dash, qui est d'ailleurs un mot qui date de la traite des esclaves, qui est un mot d'origine hollandaise, qui désignait une pièce de tissu qu'on allait donner aux chefs locaux pour récupérer des esclaves. Donc c'est un mot très, très ancien, en fait, qui signale aussi l'entrée des sociétés anciennes africaines dans un monde capitaliste, hein, dans des économies marchandes. Et donc ça renvoie à l'idée que pour débloquer des situations, il faut donner un petit billet. Et donc ça se situe à tous les niveaux de la gouvernance au Nigeria, au plus haut niveau, au niveau de la présidence, au niveau des gouverneurs des États fédérés, au niveau des présidents des conseils de collectivités locales, qui sont d'une corruption mais absolument inimaginable. Mais ça se situe aussi à tout niveau de la fonction publique, au niveau du secteur privé, où finalement, il faut graisser la patte pour débloquer une situation. Et un des points les plus visibles, qui a suscité d'ailleurs de grosses émeutes en 2020, un grand mouvement de la jeunesse qu'on appelait le mouvement EndSARS, contre une unité de la police, qui raquette en permanence les automobilistes sur la route. Donc vous ne passez pas le barrage de police si vous ne payez pas, et ça vaut aussi pour les transports en commun. Ce qui va renchérir évidemment le coût du taxi collectif, du minibus, puisqu'à chaque fois il faut payer pour passer le barrage de police. Il y a même des études de la Banque mondiale sur les délais de transport de marchandises. Le Nigeria est quasiment le plus mal classé d'Afrique, parce que pour faire 20 km, vous allez vous heurter à 5 checkpoints de police, et à chaque fois devoir payer, le camionneur va devoir payer. Donc ça se traduit aussi par un renchérissement des matières premières, des biens de consommation les plus nécessaires pour la population, y compris pour les pauvres en milieu rural. Donc ça affecte absolument tout le monde. Maintenant, le grand paradoxe, c'est que à la fois les Nigérians s'en plaignent, mais ils en vivent aussi. Parce que la corruption, qui est le détournement notamment, mais pas seulement des fonds publics, c'est aussi un moyen d'acheter la paix sociale. Et l'espoir de bénéficier un jour de contrats frauduleux est aussi ce qui anime les Nigérians. Donc il y a cette espèce de paradoxe permanent où d'un côté on condamne la corruption, mais on espère bien en vivre aussi. Et c'est pour ça aussi qu'on n'en sort pas facilement. Même un président intègre à la tête du Nigeria, s'il décide de mettre un terme à la corruption, d'arrêter d'acheter des votes, il scie la branche sur laquelle il est assis. Et on a quelques interviews que j'ai pas eu la place de mettre dans ce livre, mais que je développe dans l'autre livre là, sur la malédiction du pétrole, où certains gouverneurs d'État disent « Mais vous savez, moi en fait, j'ai pas le choix. Quand un chef traditionnel vient me voir, il faut que je lui donne de l'argent, sinon il ne va pas mobiliser l'électorat en ma faveur, et moi, le lendemain, je m'en vais. » Donc tout le système politique et même social fonctionne sur cette base assez malsaine et qui en même temps sauve le Nigeria de la famine quelque part. Vous voyez, il y a aussi, ça se traduit par une entraide assez forte. Donc c'est à la fois un mot et un remède, la corruption. C'est très compliqué d'en sortir. Je vais peut-être vous donner aussi un exemple politique que je trouve assez frappant et que citait un collègue nigérian à Abuja. Il y a un sénateur assez connu, chez Oussani, qui à Abuja qui est réputé intègre et qui a voulu se présenter pour être gouverneur de l'État de Kaduna. Et il a refusé, il l'a dit clairement, il a dit « Je refuse d'acheter les voix des délégués du parti, le PDP, sur lequel il voulait que sa candidature soit endossée. » Il y avait 300 délégués pour cette convention pour désigner un candidat dans l'État de Kaduna, il a obtenu 2 voix. Donc il a tweeté, il a dit « Bon voilà ce que ça donne quand on veut jouer, quand on veut être intègre et qu'on refuse de payer les voix des délégués du PDP. » Et il dit, mais moi ce que j'aimerais bien savoir, c'est qui a voté pour moi? Quels sont les 2 délégués intègres qui ont voté pour moi sans que je les paye? Et là il a eu 300 réponses. J'ai voté pour vous. Ce qui vous donne un peu la mesure aussi de l'état des lieux. Donc tout le monde a prétendu avoir voté pour lui, mais en réalité il n'y en avait que 2 qui effectivement avaient accepté de voter pour lui sans être payés. Et je crois que ça donne un peu la mesure de ce qu'est la politique au Nigeria. Avec un autre phénomène aussi, les sénateurs nigérians sont les sénateurs les mieux payés au monde. C'est hallucinant. Ils sont payés 2 millions de dollars par an. 2 millions. C'est aux États-Unis, qui est un des pays, on est un peu moins de 200 000 dollars par an pour un sénateur, et c'est déjà énorme, beaucoup plus que chez nous en France. Donc là, 2 millions, c'est une complète démesure par rapport à une population qui elle est pauvre, avec un Nigeria qui aujourd'hui, avec l'Inde, est le pays qui compte le plus grand nombre de pauvres en valeur absolue au monde, avec des sénateurs qui donc, eux, touchent 2 millions de dollars.
Alors, pour terminer, j'aimerais vous entendre, enfin, entre guillemets, prendre de la hauteur globale et vous entendre sur, sur la place et le rôle du Nigeria sur la scène internationale. Vous avez évoqué comment dire, son appartenance ou non au groupe des BRICS. Vu de France, comme on l'évoquait au départ, on ne sait pas vraiment quel rôle occupe le Nigeria, mais vous, en tant que spécialiste du pays, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Alors, c'est indéniablement une puissance émergente en Afrique. Même l'Afrique du Sud l'avait reconnu au moment de la fin de l'apartheid, quand Nelson Mandela avait été élu. Ils avaient énoncé ce qu'ils appelaient la théorie du losange, en disant il y a 4 grands pôles de développement sur l'Afrique du futur. Au nord, c'est l'Égypte, à l'ouest, c'est le Nigeria, à l'est, ça sera le Kenya ou l'Éthiopie, et au sud, l'Afrique du Sud. D'ailleurs, incidemment, c'est intéressant de noter qu'il n'y a aucun pays francophone dans cette théorie du losange. En tout cas, du côté américain ou britannique, c'est clairement admis. Le Nigeria est une puissance émergente avec qui il faut compter, mais qui en même temps inquiète beaucoup de par sa capacité de nuisance. Parce que cette criminalité, elle s'exporte, y compris ici en France, à travers des gangs qui organisent la prostitution des Nigérianes sur les trottoirs du bois de Vincennes, ou bien à Marseille, des trafics de drogue. Donc le Nigeria inquiète aussi il intrigue par son potentiel de développement, de croissance. Il a des ressources naturelles absolument fantastiques, qui d'ailleurs sont très largement sous-exploitées à cause de la corruption, entre autres, et de l'absence d'état de droit. Et en même temps, il inquiète énormément de par cette toxicité qu'on retrouve dans cette criminalisation à la fois de la vie politique, et puis cette insécurité permanente sur les routes du Nigeria. Et ça répond aussi un peu à la question que vous me posiez tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on ignore le Nigeria en France, pour 2 raisons à mon avis. Le premier, c'est qu'il n'est pas francophone, donc voilà, on est dans la terra incognita, mais le deuxième, c'est aussi que le Nigeria fait très peur. Et donc je le vois même dans le monde de la recherche, on est très très peu en France à travailler sur ce pays. Le Nigeria inquiète et on trouve beaucoup plus facile d'aller travailler sur le Sénégal francophone. Et en même temps, il y a de gros besoins de recherche sur le Nigeria. Et l'avenir de l'Afrique, il passe très très largement par le Nigeria. Donc il y a des besoins de connaissances et qui ne sont pas forcément satisfaits. Alors, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, je le rappelle, vous êtes l'auteur de 2 ouvrages récents, donc le premier, Géopolitique du Nigeria, publié aux éditions des PUF, et le deuxième, Nigeria, la fabrique de la malédiction du pétrole dans le delta du Niger, publié aux éditions de la Sorbonne. Merci beaucoup pour vos réponses et merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci.